Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous explorons les histoires de 4 personnes qui ont tout risqué pour le selfie parfait et ont payé le prix ultime. Ces rencontres avec des animaux sauvages sont devenues mortelles en un clin d'œil. Plongeons directement dans la première histoire horrifiante. Nichée dans l'est de l'Inde se trouve l'Odisha, une terre où les forêts anciennes rencontrent la civilisation moderne. Depuis des siècles, ces jungles denses cachent des secrets et des dangers, leurs chemins empruntés par des hommes sains cherchant l'illumination et des prédateurs en quête de proie. Ici, dans les bois denses du district de Nabarangpur, les humains et la faune coexistent difficilement, une coexistence qui sera brisée lors d'une chaude soirée de mai 2018. La famille Kumar vivait dans une modeste maison de 2 pièces à la périphérie de Nabarangpur. Rajesh Kumar, 34 ans, avait passé la dernière décennie comme chauffeur de taxi, passant des heures derrière le volant de sa vieille Tata Indica, une voiture compacte couramment utilisée pour le transport en Inde. Son extérieur usé et sa suspension grinçante portaient les marques des années passées à naviguer sur les routes accidentées et non pavées de cette région. Chaque matin, il se réveillait avant le lever du soleil, embrassait ses filles endormies Anjali et Divya, et partait à la recherche de clients. Sa femme Priya lui préparait un simple déjeuner de rôti et de dalles, soigneusement emballé dans du papier journal. Il ne pouvait pas se permettre de vrais contenants, mais Rajesh ne se plaignait jamais. Il n'aurait jamais imaginé que son dernier matin avec sa famille arriverait si vite. Cette soirée de mai avait été différente de ses courses habituelles. Un homme d'affaires riche avait engagé plusieurs taxis, dont celui de Rajesh, pour transporter des invités d'un mariage. Le Maharaja Golden Marriage Hall avait été transformé en scène de film Bollywood, avec des lustres en cristal, des fleurs importées et de la nourriture servie sur des talas plaqués or. Alors que Rajesh ramenait le dernier groupe d'invités chez eux, il ne pouvait s'empêcher de penser à son propre mariage simple avec Priya, 7 ans plus tôt. Juste une petite cérémonie au temple local, suivie d'un repas modeste. Ses passagers, encore vêtus de leurs vêtements en soie coûteux, discutaient de la dot somptueuse et des bijoux en diamant de la mariée. Le soleil couchant projetait de longues ombres à travers les arbres à sel, transformant la route étroite en un couloir d'or et d'ombre vacillant. Alors que Rajesh conduisait, il passait devant des panneaux avertissant des traversées d'animaux sauvages, courantes dans cette région, où les établissements humains bordaient des forêts denses grouillantes de vie. Ces dernières semaines, les villageois avaient signalé une augmentation des observations d'ours. Plusieurs agriculteurs avaient perdu du bétail et les agents forestiers avaient émis des avis concernant des ours paresseux s'approchant des établissements humains. Bien que principalement insectivores, ces ours étaient connus pour réagir agressivement lorsqu'ils étaient surpris, et avec la saison sèche réduisant la disponibilité de nourriture, les rencontres étaient devenues plus fréquentes. Mais les avertissements étaient faciles à ignorer, jusqu'à ce que le danger vous regarde droit dans les yeux. Et pour Rajesh Kumar, ce moment approchait rapidement. Rajesh a garé son taxi près d'une petite clairière, ayant besoin de se soulager après des heures sur la route. Ses passagers, encore en tenue de mariage, l'ont pressé d'atteindre la prochaine ville, mais il s'est dirigé vers la lisière de la forêt, inconscient du danger qui l'attendait. C'est alors, en s'approchant du bord de la forêt, qu'il l'a aperçu, un énorme ours paresseux allongé près d'un petit étang. Ce que Rajesh ne réalisait pas, c'est qu'il avait rencontré l'un des prédateurs les plus mortels de l'Odisha. Contrairement à leurs cousins himalayens, ces ours paresseux se sont adaptés à vivre étonnamment près des habitations humaines, les rendant particulièrement dangereux. Mesurant jusqu'à 1,80 m debout et pesant plus de 135 kg, ils sont principalement insectivores, se nourrissant de termites, fourmis et fruits. Ils chassent rarement de grands animaux et évitent généralement les interactions humaines. Cependant, lorsqu'ils sont surpris ou provoqués, ils peuvent devenir très agressifs. Leurs puissantes griffes et leurs mâchoires incroyablement fortes, capables d'écraser des noix de coco avec aisance, les rendent mortels en cas de défense. Ses passagers criaient pour qu'ils reviennent vite au taxi, mais quelque chose possédait Rajesh à ce moment-là. Poussé par le désir de prendre un selfie avec l'ours, il sortit son simple téléphone et s'approcha, ignorant les avertissements désespérés de ses passagers. L'attaque fut rapide et brutale. Les griffes de 5 pouces de l'ours déchirèrent la poitrine et l'abdomen de Rajesh, tandis que ses puissantes mâchoires écrasaient son épaule et son cou.
La force de la morsure de l'ours était suffisamment forte pour briser sa clavicule et plusieurs côtes. Sa colonne vertébrale fut sectionnée à plusieurs endroits alors que l'ours le secouait violemment, et de profondes lacérations couvraient une grande partie de son corps. L'attaque dura moins de 2 minutes, mais au moment où l'ours le relâcha enfin, Rajesh était déjà mort. Dans une remarquable démonstration de la complexité de la nature, un chien errant qui dormait à proximité chargea soudainement, mordant les pattes de l'ours dans une tentative désespérée de le chasser. L'ours, déjà agité, tourna sa fureur vers le plus petit animal, le frappant avec ses griffes massives. Le passager, toujours figé dans le choc à l'intérieur du taxi, ne pouvait rien faire d'autre que de regarder l'attaque brutale se dérouler. Une fois que l'ours s'éloigna de Rajesh pour se concentrer sur le chien, l'un des passagers saisit l'occasion d'agir. Ils sortirent du véhicule et coururent vers la route, faisant signe à un motocycliste qui passait. Le motard se précipita vers le village le plus proche où les habitants relayèrent rapidement la nouvelle aux agents forestiers stationnés à la division de la faune de Nabarangpur. Près d'une heure plus tard, une équipe de réponse arriva avec des fusils tranquillisants. L'ours était toujours près de la clairière, marchant et frappant occasionnellement le chien errant blessé qui continuait à aboyer au loin. Les agents tirèrent 3 fléchettes tranquillisantes sur l'animal, attendant qu'il s'effondre enfin avant de s'approcher. Une fois que l'ours fut complètement sédaté, ils le chargèrent dans un véhicule de transport pour le relocaliser dans une section éloignée de la forêt. Le corps de Rajesh fut ensuite récupéré. Son téléphone, toujours fermement tenu dans sa main, révélait un écran fissuré affichant son dernier acte, une image floue d'une masse de fourrure et de dents approchant. Après que l'ours fut maîtrisé avec des fléchettes tranquillisantes, les autorités l'ont transporté dans une zone forestière éloignée, loin des habitations humaines. Avec le danger immédiat contenu, les agents récupérèrent le corps de Rajesh et documentèrent la scène avant d'informer sa famille. Dans les jours qui suivirent, l'impact de sa mort se propagea dans la communauté. La famille riche dont il avait conduit les invités de mariage couvrit ses frais funéraires et établit un petit fonds pour l'éducation de sa fille. Sa femme Priya reprit un travail de couturière malgré ses problèmes de santé persistants, maintenant forcée de subvenir seule aux besoins de leurs enfants. La compagnie de taxi pardonna le reste du prêt de Rajesh, permettant à sa famille de garder leur modeste maison. 1 an plus tard, un petit sanctuaire se dresse tranquillement à l'endroit où Rajesh a perdu la vie. Un simple marqueur en pierre sert à la fois d'hommage et d'avertissement, rappelant le pouvoir imprévisible de la nature et le prix irréversible d'un seul faux pas. À ce jour, les gens se demandent pourquoi Rajesh, un père travailleur et responsable, a choisi de prendre ce selfie fatal. Mais dans notre prochaine histoire, la raison derrière le selfie est bien plus évidente. Un gardien de zoo, désespéré de séduire sa copine, a tout risqué en posant avec un lion. Le résultat? Une tragédie dévastatrice qui a choqué tout le monde. Au cœur de l'Ouzbékistan, où les anciennes routes de la soie transportaient autrefois des trésors entre l'Est et l'Ouest, se trouve une ville moderne luttant pour maintenir ses institutions vieillissantes. Parmi elles, un zoo de l'ère soviétique où de magnifiques bêtes faisaient les 100 pas derrière des barreaux usés, et où le désir d'un homme de briller le mènerait à sa fin tragique. Farouk Kariskalov avait travaillé au zoo de la ville pendant plus de 15 ans, ses mains calleuses et son visage marqué racontant l'histoire de jours innombrables passés à s'occuper des résidents de l'établissement. À 44 ans, il n'était ni jeune ni vieux, mais assez expérimenté pour savoir mieux que de faire ce qu'il s'apprêtait à tenter. Son salaire mensuel de 15 000 tenges, environ 35 $, couvrait à peine ses besoins essentiels, mais c'était sa nouvelle relation qui lui faisait désirer quelque chose de plus impressionnant que d'être juste un autre gardien de zoo sous-payé. Marina, sa copine depuis 3 mois, avait conquis son cœur avec sa jeunesse et sa vitalité. À 28 ans, elle était significativement plus jeune que Farouk. Et sa présence constante sur les réseaux sociaux lui faisait de plus en plus prendre conscience qu'il s'agissait du fossé entre leurs mondes. Elle lui montrait souvent des vidéos virales, d'autres membres interagissant avec leurs animaux, demandant pourquoi il ne pouvait jamais partager un contenu aussi captivant de son propre travail. Le lion scellé était toujours l'attraction principale du zoo. 3 magnifiques lions africains, un mâle et 2 femelles, sont nés en captivité et ont grandi à la faculté. Le mâle, que le personnel appelait Sultan,
était particulièrement impressionnant avec son corps plein et son ventre très musclé. Malgré leur origine impressionnante, ces animaux N n'étaient pas robustes. Quelque chose que Farouk savait trop bien après des années à les nourrir et à nettoyer. Ce matin-là, heureux de décembre 2024, avant l'ouverture du zoo au public, Farouk est arrivé plus tôt que d'habitude. Le soleil avait presque percé les bâtiments soviétiques autour du zoo et un léger gel protégeait encore le sol. Ses collègues se souviennent plus tard de la façon dont il se sentait finalement déçu, vérifiant constamment son téléphone et parlant de sa nouvelle relation. Ce que Farouk n'avait pas remarqué, c'est que ses prédateurs au sommet, bien qu'en captivité depuis des années, avaient conservé tous leurs instincts sauvages. Les lions africains, capables de peser jusqu'à 1000 kg, ont un poids de 1000 kg par mètre carré. Un seul coup de leur mâchoire peut détruire une chaussure humaine, et leurs instincts territoriaux restent aussi aigus que leurs canines de 4 cm. Les enregistrements obtenus par le téléphone de Farouk montreraient plus tard ces derniers moments. Il est entré dans l'enclos avec son téléphone levé à 5 heures pour se retourner alors qu'il parlait aux lions dans l'enclos. Les animaux, qui sont généralement encore en hauteur, ont commencé à se déplacer en s'approchant. Puis, dans une décision fatale, il a fait l'incroyable. Il est passé par la porte de service. L'attaque fut immédiate et dévastatrice. Sultan, le lion mâle, resta d'abord immobile pendant que Farouk s'approchait. Quelques instants plus tard, il s'est dirigé vers le gardien, suivi des 2 lionnes. Un des lions a finalement mordu le bras de Farouk. Son téléphone, encore enregistreur, a filmé ses premiers cris avant qu'ils ne soient pris dans leur prise. Avec plus de 800 livres de muscles et de force, toute chance de répit a disparu. Les lions poursuivaient leur attaque, le surplombant avec calme. Il n'y avait personne d'autre là à cette heure matinale. Farouk était entré seul dans l'enclos et le zoo n'avait pas encore ouvert pour la journée. Son intention n'a été remarquée que lorsque les autres employés sont arrivés plus tard dans la matinée. Et d'ici là, il était bien trop tard. Le personnel du zoo a appelé l'exposition des lions dès qu'ils ont remarqué que quelque chose n'allait pas. Mais d'ici là, les lions l'avaient déjà survécu. Il a fallu plus d'1 heure aux agents de contrôle animal pour sécuriser la fermeture avant de pouvoir récupérer ses restes. Son téléphone a été retrouvé plus tard à quelques mètres. Son écran a été détruit, mais son enregistrement est intact pour sauver les terribles derniers moments de sa vie. La tragédie a rapidement attiré l'attention internationale, avec des médias du monde entier rapportant l'accident choquant. Les plateformes d'information ont exprimé des inquiétudes croissantes sur les protocoles de sécurité des zoos et les dangers de l'interaction humaine avec des animaux sauvages. Les images des derniers moments de Farouk, publiées en ligne, sont devenues un point central de la discussion sur les risques encourus par les enclos des zoos. Il lance des débats sur la nécessité d'implémenter des réglementations strictes. L'administration zoologique a été fortement critiquée pour son manque de sécurité, tandis que les discussions en ligne soulevaient de plus grandes inquiétudes sur les responsables des institutions possédant des animaux dangereux. Malgré les spéculations, les lions n'ont pas été euthanasiés. Ils ont simplement suivi leurs instincts naturels. Aujourd'hui, ils restent au zoo avec des équipements renforcés et de nouveaux panneaux d'avertissement en place. La petite amie de Farouk était dévastée. Pas impressionnée par la vidéo, mais brisée par la tragédie qui s'est terminée en chagrin. Mais Farouk et sa petite amie N n'étaient pas le seul couple dont la vie a changé à jamais. Dans notre prochaine histoire, un couple encore plus sérieux, presque marié, s'est retrouvé face à face avec un ours polaire. Pas pour un selfie, mais pour une photo. Ce qui devait capturer un moment de beauté s'est rapidement transformé en une rencontre fatale. Le 20 août 2012, Lila Rodriguez et Ethan Cruz ont débarqué au Spitzberg après avoir pris le bateau pour Victoria Cruz, pour ce qui devait être le voyage d'une vie. Ils avaient planifié pendant des mois cette expédition arctique, une aventure de rêve avant leur Noël en décembre. En tant qu'amateur de nature passionné et photographe de la faune, l'occasion d'explorer les paysages éloignés et glacés du Svalbard, en Norvège, était une opportunité qu'ils ne pouvaient pas manquer. Mais dans le pays des ours polaires, l'un des prédateurs les plus dangereux au monde, un faux pas pouvait transformer l'admiration en une erreur fatale. Elle,
Équipage à admirer la vue à couper le souffle de la faune arctique, avec ses célèbres créatures marines et terrestres, lézards, phoques, morses, et le plus redoutable prédateur régional, l'ours polaire. Leur destination était White Island, l'une des îles isolées et tristes de l'archipel du Svalbard. Lorsque le navire a atteint les plages modestes de White Island, les touristes à bord ont été frappés par la calotte glaciaire Ketujlin qui dominait l'horizon et une imposante forteresse glaciaire qui se étendait sur la majeure partie de l'eau, île. Alors que les invités étaient invités à débarquer, Lila et Ethan ont pris une décision. Ils n'avaient aucune idée que ce moment serait rappelé pour quelque chose de bien plus terrible que la beauté du paysage. En marchant sur le fleuve gelé, le couple s'est retrouvé face à un paysage sauvage, dépourvu de civilisation humaine. Les touristes, vêtus de chaussures épaisses, ont sorti leurs caméras pour capturer la beauté sauvage du paysage. Au loin, un groupe d'âmes se prélassait près de la rivière. Son corps élégant parlait sur la glace. Léla et Ethan, rêvant de photos parfaites de la nature, marchaient environ 50 mètres plus loin que le reste du groupe. Avec leurs caméras autour du cou, ils ajustaient lentement leurs lentilles pour le meilleur angle. Les âmes restaient sereines, un privilège rare en photographie de nature. Ils se concentraient intensément, prenant image après image. Tellement absorbés dans le moment qu'ils ne remarquaient pas l'excitation derrière eux. D'autres touristes et les guides criaient et gesticulaient dans leur direction. Quand ils entendirent enfin le bruit, Lila et Ethan se retournèrent, s'attendant à voir une autre créature arctique qui attirait l'attention. Mais au moment où ils se retournèrent, ils réalisèrent ce qui se passait. Un énorme ours polaire se tenait à seulement 10 mètres derrière eux. Pendant un bref instant, l'ours resta immobile. Ses yeux noirs fixaient les deux humains qui étaient approchés trop près. Les ours polaires sont les plus grands carnivores terrestres de la planète, avec des mâles adultes pesant jusqu'à 680 kg et mesurant plus de 3 mètres sur leurs pattes arrière. Contrairement à d'autres espèces d'ours, ils sont presque exclusivement carnivores, se nourrissant principalement de phoques. Bien qu'évitant généralement l'interaction humaine, les ours polaires sont des prédateurs au sommet, dotés d'une force inégalée, capables de tuer une proie d'un seul coup puissant. Dans la vaste et désolée Arctique, où la nourriture est rare, un ours affamé et curieux peut devenir extrêmement dangereux. Surtout lorsque des humains pénètrent dans son territoire. Les touristes et les invités criaient et agitaient les bras pour l'effrayer. Mais l'ours ne bougeait pas. Au moment où elle se déplaçait, les instincts de l'ours prirent le dessus. L'ours de 450 kg se précipita avec ses puissantes pattes sur le terrain glacial à une vitesse alarmante. Le mouvement soudain déclencha une réponse prédatrice. Et maintenant, l'ours était en chasse. Ethan hésita un instant avant de les suivre. Quelqu'un cria de s'arrêter de courir, mais il était trop tard. En quelques secondes, l'écart se réduisit entre Léla et l'ours. Elle était rapide, mais pas assez. Les ours polaires peuvent sprinter jusqu'à 40 km/h, bien plus vite que n'importe quel humain. L'ours l'a atteinte et l'a frappée par derrière, sa patte géante écrasant sur son épaule comme un marteau. Elle tomba en avant, zinc écrasant sur la glace. Avant qu'elle ne puisse échapper, l'ours a saisi sa tête dans sa puissante mâchoire. Ethan prit la seule arme qu'il avait, la sortit du sol et la lança au ours, criant vers son cou. D'autres touristes sont entrés, criant, frappant des outils et portant tout ce qu'ils pouvaient. L'ours les ignora. Il avait ses porcs. Un guide avec un pistolet avança et tira un coup de feu d'avertissement dans les airs. Le tir a momentanément distrait l'ours, le forçant à relâcher son étreinte un instant. Lila crie encore, le sang coule sur son visage à cause de la morsure brutale. Elle essaya de échapper, mais l'ours n'avait pas fini. Le guide était désespéré. L'ours était trop près de Lila. Un autre tir pourrait la tuer. L'ours frappa à nouveau, cette fois avec ses dents sur ses chaussures. Avec satisfaction, le guide tira à nouveau, cette fois sur elle, épaule de l'ours. Il y eut un profond cri de douleur, mais il ne recula pas. Un autre tir frappa sa côte, et enfin le prédateur massif chancela. Ses blessures commençaient à le ralentir.
Lila n'entendait plus de cris. Le sang s'accumulait sur la glace sous elle. Ethan avança, ignorant le danger, et prit sa sœur dès que l'ours s'effondra. Le dernier tir a détruit le cœur de l'ours, et le grand criminel tomba sans vie à côté d'elle. Lila était vivante, mais à peine. Elle avait une profonde douleur de morsure dans le dos, et plusieurs de ses côtes étaient fracturées. Les dents de l'ours ont presque touché sa colonne vertébrale, à quelques centimètres de son rachis. Un hélicoptère arriva immédiatement et en quelques minutes, elle fut transportée à l'hôpital à Longyearbyen, la capitale du Svalbard. Les premiers secours lui ont sauvé la vie, mais sa convalescence serait longue et terrible. Ethan ne quitta jamais son côté. Quelques semaines plus tard, Lila parla aux médias de l'attaque. Elle ne blâma pas l'ours, mais dit à un intervieweur que l'ours faisait juste ce que son instinct lui dictait. Elle répondit cependant qu'elle ne retournerait jamais dans l'Arctique. L'attaque de l'ours polaire sur White Island est devenue l'un des accidents les plus célèbres de l'histoire du tourisme arctique. La société de tourisme a été vivement critiquée pour avoir laissé les touristes trop près des sangliers, sans conditions strictes. L'ours, âgé d'environ 7 ans, n'avait montré aucune attaque antérieure sur des humains et était probablement sur la côte quand le groupe est arrivé soudainement. De nouvelles règles ont été mises en place après l'attaque, y compris des réglementations strictes sur les mouvements des touristes dans le territoire des ours polaires. Ethan et Lila ont reporté leur mariage de décembre, le remettant à plus tard jusqu'à ce qu'il soit complètement rétabli. Bien qu'ils aient survécu, la douleur, tant physique qu'émotionnelle, est restée. Les photos qu'ils avaient prises des âmes n'ont jamais été publiées. Leur caméra a été brisée lors de l'attaque. Mais l'histoire de Lila et Ethan a montré que pour toute leur beauté, la nature reste imprévisible. Et quand les humains franchissent la ligne, la nature ne pardonne pas. Lila Rodriguez et Ethan Cruz étaient entourés de personnes qui se sont rapidement mobilisées pour les protéger pendant l'attaque effrayante de l'ours polaire. Mais cela soulève la question, était-ce suffisant? D'autres auraient-ils pu faire plus pour prévenir la tragédie? Dans notre dernière histoire, la situation était encore pire. Un homme, espérant prendre une photo d'un ours, a également été attaqué, mais cette fois, personne n'était là pour l'aider. Il a été complètement laissé seul, face à face avec un monstre dans un combat pour sa survie. Le 24 août 2012, il s'est aventuré dans la grande wilderness alaskienne. Au cœur du parc national de Denali, où la beauté sauvage de l'Amérique du Nord a perduré pendant des décennies, Richard White s'est engagé. Il a passé des décennies derrière l'objectif, capturant les moments fugaces de l'élégance naturelle et brute. En 1949, il a privilégié la sécurité des rencontres de groupe, préférant la solitude entre les montagnes tremblantes et les toundras fascinantes. Cette terre était sa cathédrale, l'endroit où il se sentait le plus vivant. Mais même les cathédrales peuvent avoir des portes, et avant que le soleil ne se couche pour son dernier jour, Denali le jugerait pour toujours. La photographie n'a pas toujours été son but. Adolescent à San Diego, il a trouvé un vieil appareil photo dans un magasin de seconde main. Et à partir de ce moment-là, le monde a pris une toute nouvelle dimension. L'objectif est devenu son professeur, lui montrant des paysages qu'il n'aurait jamais explorés autrement. Il n'a jamais voulu gagner sa vie ainsi. Son travail dans une entreprise pharmaceutique payait bien, mais sa passion pour la photographie le détruisait, lui offrant quelque chose à contempler, face à la monotonie du quotidien. Ce voyage à Denali n'était pas le premier. Il y était allé 3 fois auparavant, attiré par le grand silence et la chance de voir des créatures se nourrir pour l'hiver alaskien. Où était parfait, juste avant que la neige profonde ne recouvre la terre. Les ours, lynx, élans et petites créatures de la toundra se nourrissaient avant l'arrivée de la saison des menaces. C'était un véritable paradis photographique. À notre arrivée, Richard ne perdit pas de temps à monter le camp. Le trajet était long, et avec le soleil se couchant derrière les montagnes noires, il installa sa tente et échangea son matériel. Cette nuit-là, il prit juste quelques photos du soleil sur la toundra. Le ciel était peint en violet et or. Après le petit déjeuner, il était déjà profondément dans la nature, l'appareil autour du cou,
le sac à dos rempli de collations et de piles supplémentaires. L'air du matin portait l'odeur de la terre fine et des flèches. Et quand les premiers rayons du soleil brisèrent la canopée, la forêt s'éveilla. Des fleurs entre les arbres, les oiseaux s'envolaient, et un élan mâle attendait dans un marais éloigné. Richard avait trouvé sa place près d'une rivière tranquille, où les saules bordaient l'eau. C'est là, après des heures de patience, qu'il aperçut quelque chose d'incroyable, un élan. Un mâle d'une demi-tonne grimpa d'un arbre, se déplaçant avec une grâce qui soulignait sa masse. Il se mit à cueillir des fruits mûrs avec une précision incroyable, à moins de 60 mètres de Richard. Richard retenait à peine son souffle. Ses doigts agissaient instinctivement, ajustant la mise au point, prenant image après image. Un moment parfait dans le temps. Une collision entre prédateur et photographe, sans déranger l'autre. Mais dès que l'ours s'éloigna, quelque chose changea. Richard avait toujours gardé une distance sécuritaire des animaux sauvages, confiant que les créatures de Denali feraient de même. Mais cet ours ne s'éloignait pas. Il s'approchait, à 40 pieds, puis 30. Richard trembla légèrement pour améliorer sa position. Sous son pied, un petit rongeur s'agita. Le bruit brisa le silence. L'ours leva la tête, fermant les yeux face à l'homme derrière l'objectif. Richard Frost. Le poids de l'air entre eux semblait suspect, avec un peu de primal. Il ouvrit lentement son appareil photo, prenant une dernière photo. L'ours regarda directement dans l'objectif. Et puis il a bougé. L'impact est venu comme un train de marchandises. Pesant jusqu'à 600 livres, les Grizzlies peuvent atteindre 35 000 à l'heure. Sa masse certaine rendait la fuite presque impossible. Une demi-tonne de muscles et d'instinct frappa le dos de Richard, le poussant dans la boue. Le premier cri s'échappa de sa gorge, alors que les poils déchiraient sa veste, coupant profondément dans sa chair. L'ours ne paniquait pas, il l'a aidé à se balancer comme une poupée de chiffon, son corps frappant le sol avant qu'il puisse comprendre la douleur. Une mâchoire à la tête lui brisa le crâne. Avec des poils pouvant atteindre 4 cm, capable de briser chair et os d'un seul coup, l'attaque de l'ours était rapide et dévastatrice. Un autre déchira son épaule. Son corps, fort de nombreuses années de randonnée, n'était pas à la hauteur de la puissance brutale de l'ours. Quand sa chasse s'est refermée sur son cou, le monde s'est éteint. Pour Richard, cela s'est terminé rapidement. L'attaque avait presque immédiatement mis fin à sa vie. Mais l'ours n'avait pas encore fini. Il a traîné son corps à travers le sous-bois, laissant une traînée macabre de près de 200 mètres. Là, dans une dépression marquée, il a recouvert les restes de Richard de terre et de fleurs, marquant l'endroit comme le sien. Des heures plus tard, un groupe de randonneurs tomba sur son sac à dos abandonné et son appareil photo. La scène devant eux était sortie d'un cauchemar. Ils ont conduit 3 miles jusqu'à la station la plus proche et mercredi soir, des Rangers ont déployé des hélicoptères et des équipes de recherche. Ils ont suivi le sang. L'ours attendait, ronronnant près du sac, sa respiration visible dans l'air frais du soir. Quand les Rangers sont arrivés, il ne s'est pas enfui. Il se tenait là, les dents découvertes, les muscles tendus. Ils ont tiré des coups de feu d'avertissement, mais l'obscurité cachait leur cible. L'ours a disparu dans les arbres. Au coucher du soleil, ils sont revenus pour voir 5 ours dans les airs. Mais un est resté dans la zone de chasse, incapable de fuir. Les Rangers sont arrivés dans les collines. 3 coups ont retenu taille. L'ours trembla, puis s'effondra. Les dernières images de Richard n'ont jamais été publiées. Mais pour ceux qui les ont vues, elles racontaient une histoire sur la puissance de la nature. Un rappel que même la plupart d'entre nous, en sécurité, peuvent mal évaluer la ligne entre merveille et danger. Richard White a filmé la beauté de la nature toute sa vie. Et à la fin, c'est la nature qui l'a pris. Merci de nous avoir invités. Ces histoires montrent que parfois le tir parfait a un prix dangereux. Si vous étiez au bord de votre siège, attendez d'entendre les événements les plus inattendus et bizarres entre humains et nature.